Parce qu'on va aborder à présent notre deuxième table ronde sur les contenus haineux en ligne. Et c'est vrai qu'on a eu un baril de Tristan Nitto, donc on a eu 3 pour le prix d'un. Les contenus haineux en ligne, le dénigrement, les insultes, les moqueries, la diffamation, le recours à des stéréotypes négatifs, la stigmatisation, les menaces peuvent évidemment impacter la façon dont les jeunes construisent leur représentation de l'autre et se comportent. Il est donc fondamental de mettre en place des actions éducatives, de produire des contre-discours et de proposer des services respectueux des droits de l'homme. Avec moi pour en parler, voici, et là je vais entendre mais une salve, mais une bourrasque d'applaudissements, Clément Fraise, artiste, mentaliste, youtubeur, performeur et sceptique. Venez nous rejoindre, je vais vous faire place. Pascal Garot, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même. Je rappelle qu'il est directrice éditoriale de Savoir Devenir. Hugo Hurtado, directeur de l'agence e-sport, qui intervient auprès de 60 000 rebonds, Digital 113, ancien président de Star Trek. Venez vous installer, rapprochez les sièges, puisqu'on les avait écartés tout à l'heure. Le jeune Tristan, qui recherche sa maman à la caisse, Tristan Nitto qui est toujours là, et Marie-Astrid Zang, directrice adjointe aux archives départementales de la Haute-Garonne, car pour prendre un peu de hauteur, on avait évidemment besoin d'une historienne. On peut l'applaudir. Vous allez vous partager des micros. Alors, effectivement, les contenus haineux, on a eu tout à l'heure une conférence de Divina, on va en parler avec vous. On va commencer avec vous, Clément, parce que vous êtes assez évanescent, vous êtes là, vous n'êtes pas là. C'est souvent le cas avec les mentalistes. On a eu du mal à vous mettre la main dessus, on a peur que vous disparaissiez. Non, vous, Clément, vous avez mis comment on dit, le pied dans la porte. Vous vous êtes attiré certaines inimitiés en ligne, donc vous allez témoigner un petit peu de comment on se fait des amis en ligne et comment ça peut surtout impacter sur son... soi et sa vie perso, quoi. Pour la petite histoire, donc je suis mentaliste, c'est-à-dire que c'est un mélange d'illusionnisme et de sciences humaines, afin de reproduire de la lecture de pensée, des phénomènes paranormaux. Donc c'est un art du spectacle, c'est pas une science du tout. Et là où c'est intéressant, c'est que certaines personnes utilisent cet art, alors parfois de bonne foi, malgré ce qu'on peut y en penser, parfois inconsciemment, parfois consciemment, pour prétendre à des pouvoirs paranormaux. Des mystificateurs, il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à un tour de magie. Ce sera dans un livre que je sortirai cette année. Et donc du coup, voilà. Non mais c'est parce qu'on me dit à chaque fois que je fais des lives YouTube que je force à mort sur ma publicité. Donc je vais tenir ma réputation. D'ailleurs, mon intervention est sponsorisée par NordVPN. Et Red Shadow Legend, voilà, c'est tout. Voilà, donc voilà. Vous savez que ça vient de faire bip. Il faut avoir moins de 30 ans pour comprendre, pardonnez-moi. Et en ce qui concerne, non, voilà. Donc la petite histoire, donc je m'en suis pris à un médium que certains peut-être connaissent, qui s'appelle Bruno Charvet, qui est un escroc. J'ai prouvé à l'aide de pas loin de 4 heures de vidéo que c'est un charlatan. On a envoyé quelqu'un dans son émission avec un faux mort et il arrive parfaitement à communiquer avec un mort qui n'a jamais existé. Et pendant 20 minutes, il lui donne des nouvelles, donc c'est parfait. Et si vous voulez, j'ai reçu à l'issue de ce piège, je les ai comptabilisés ce matin pour venir, pas loin de 125 menaces de mort, 123 pour être exact. Et là où c'est très intéressant, c'est que la défense de ce médium a été de dire que nous étions un groupuscule malveillant qui en voulait à sa communauté. Donc à la manière d'un gourou, il a placé sa communauté en bouclier. Voilà, donc c'est pour ça que... Mais Clément, on en rit. On plaisante. Mais recevoir 125 menaces de mort, là, vous êtes résilient, vous avez 22 ans, mais quand même, ça travaille. On se dit, mais voilà, j'ai touché un point sensible, mais recevoir autant de haine, qu'est-ce que ça fait? Vous avez les capacités d'y répondre, mais... Ouais. Ben, je me dis que quelqu'un de plus... alors j'ai la vie que j'ai aussi, mais je me dis que quelqu'un de plus fragile psychologiquement que moi, qui était peut-être pas prêt à ça, qui voulait juste rendre service et faire un travail de salubrité publique comme mon équipe et moi l'avons fait, aurait peut-être bien réagi. Moi ça me faisait... Alors la plupart sont truffés de fautes d'orthographe, on voit qu'il y a des... Voilà, donc c'est rigolo. Bon, elles ont toutes été consignées par un huissier de justice, mais c'est quand même dingue, oui effectivement, de voir que dès que l'on touche à ces croyances-là, la sensibilité que ça dégage, et puis elles sont très longues surtout, c'est-à-dire que des fois elles font plusieurs pages, donc la personne avec beaucoup de détails, il y a vraiment des malades. Et c'est vrai que quand on reçoit la première, on se dit bon, la deuxième, la troisième, et puis moi j'ai quand même pris la peine de toutes les lire, parce qu'il fallait que je vois, on ne sait jamais, si jamais, je sais pas, peut-être il y avait des informations précises. C'est-à-dire qu'au début on se dit bon, je vais pas les lire, et puis on se dit ouais, mais en fait je suis quand même entouré dans toute la France, j'ai un agenda public, les gens savent où me trouver. Donc il faut quand même que je vérifie s'il n'y a pas des menaces très précises sur le lieu et l'heure, et donc j'ai tout lu, et c'était plutôt divertissant en ce qui me concerne, mais c'est vrai que c'est recevoir un torrent de haine. Et puis
ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est qu'avec le web et avec les médias sociaux en règle générale, on a un phénomène qui est parfaitement nouveau, qui est que le harcèlement est groupé. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, donc même pour d'autres types de harcèlement, harcèlement sexuel au travail ou harcèlement moral, etc., on a un harceleur qui va provoquer les mêmes modes, les mêmes schèmes, et ça devient le harcèlement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je reçois 35 menaces de 35 personnes, il n'y en a aucune qui m'a harcelé, puisque 35 personnes m'ont envoyé un message. Mais ça reste du harcèlement, parce qu'il y a 35 mails, 35 notifications, et je pense que c'est une nouvelle forme de harcèlement dont on ne parle pas assez. Oui, certes, mais il peut y avoir aussi des trolls. S'il y a des gens, une communauté suffisamment large et qu'ils décident d'envoyer leur communauté vers vous, vous aurez 300 personnes déchaînées au lieu de 35 et qui auront le même message pour défendre une personne en particulier. Donc, différents modes. Bon, on va y revenir. Pascal, vous participez à un projet européen qui s'appelle Play Your Role, qu'a évoqué tout à l'heure Divina rapidement, justement, qui utilise le jeu vidéo comme un objet d'étude et comme moyen de lutter contre la haine en ligne. Donc, on voulait dire qu'au-delà des témoignages qu'on aura sur la pluralité, enfin les différentes formes que peut prendre la haine en ligne, il y a des solutions qui existent. Pourquoi vous me faites non de la tête? C'est pas ça? J'ai pas fait non. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me planter. Qu'est-ce que c'est On dit que je m'occupe du non-verbal, vraiment, c'est mon métier. Au niveau ça existe vraiment le non-verbal? Ça existe vraiment, mais il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. D'accord. Je pense que c'était une manifestation de froid, excusez-moi. Oui. C'est un spasme en fait, rien à voir, d'accord. Reprenez votre plaid, Pascal, vous avez froid. Donc plus sérieusement, play your role. Non, plus sérieusement, oui. Là, ce qu'on va présenter, c'est une solution, parce que bon, on fait beaucoup d'études, etc. Le projet Play Your Role, c'est un projet qui vient de la DG Justice, de la Commission européenne, donc c'est un projet qui est très droit de l'homme. Alors vous parliez tout à l'heure de cyberharcèlement. Nous, on n'est pas tant sur le cyberharcèlement, qui est un des phénomènes de discours de haine, que sur le discours de haine comme manifestation d'idéologie, de mode de relation, etc., entre jeunes, puisqu'on travaille sur les jeunes de 11 à 14 ans. Et l'idée, c'est à la fois d'étudier, en termes de recherche, de façon plus précise, le discours de haine dans la sphère des jeux vidéo, à l'intérieur des jeux, mais surtout sur les réseaux sociaux, dans les échanges entre communautés. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, comment ça se dit et comment ça s'autorégule. Donc ça, c'est la partie recherche, et d'amener une solution, parce que ça ne sert pas à grand-chose de faire de la recherche qui pointe à tous les problèmes existants si on ne ramène pas de solution non plus. Donc la solution, enfin, les débuts de solution qu'on va apporter, ça va être à la fois un certain nombre de sélections. On va travailler sur en fait les fondamentaux sous les discours de haine. Un discours de haine, pourquoi? On n'a pas toutes les réponses, mais on sait un certain nombre de choses. C'est basé très largement sur du stéréotype. C'est basé sur des problématiques de communication, de maniement du langage et d'incapacité à argumenter de façon sereine et construite. Donc question de langage, question et puis sur un certain nombre d'idéologies qui traînent et qui sont récupérées dans les jeux vidéo. Donc on va utiliser les jeux vidéo comme outil dans les écoles pour parler de tout ce qui sous-tend les discours de haine. Raison pour laquelle on s'occupe des petits. On s'occupe des petits parce qu'ils sont peu ou moins sujets et soumis à ce genre de choses, mais qu'il faut les préparer avant que ce ne soit trop tard. Pourquoi les jeux vidéo? Parce que les jeux vidéo sont quand même la première activité des jeunes et un très bon moyen, à notre sens, d'adresser la problématique de discours de haine et la problématique de narrative, comment on représente les gens, etc. L'autre raison, c'est qu'il nous semble que le jeu vidéo, on l'a évoqué tout à l'heure, ne rentre pas tout à fait assez dans l'école comme objet d'étude et comme objet de réflexion, et que le jeu vidéo est un excellent outil pour essayer de comprendre ces phénomènes de discours de haine qui existent effectivement énormément dans les réseaux sociaux, dans la cour de récréation, dans le bus ou sur la place du marché. Mais c'est un outil qui parle aux enfants, et c'est un outil qui en plus provoque des formes de discours de haine un peu plus exacerbées, donc assez faciles à étudier. Donc en pratique, on va avoir une sélection de jeux qui vont être des jeux indépendants, qui sont des jeux qui retravaillent, qui proposent des contre-narratives sur la représentation de la femme, du migrant, de toutes les minorités comme d'habitude. On va avoir des parcours pédagogiques pour les enseignants qui vont pouvoir travailler là-dessus de façon un peu plus facile. Et puis on va créer des jeux. On va créer des jeux dans le cadre d'un hackathon, vous avez peut-être vu les flyers qui se promènent là, où on va demander à des jeunes de nous créer
des petits jeux sérieux ou pas sérieux comme ils voudront, qui permettront de travailler au sein des établissements scolaires, des bibliothèques ou n'importe où, pour travailler contre les discours de haine. Voilà, donc ça va se passer si vous avez des développeurs parmi vous. Je fais ma publicité non payée également. Ça va se passer à Rimini, là, de 31 mars, 3 avril. On emmène toute la bande de joyeux développeurs au bord de la mer. On les enferme 4 jours. On fait un prototype et ensuite on leur donne un petit budget pour développer des jeux qui seront diffusés au niveau européen. Ok, on va prendre 30 secondes pour regarder une pub pour Quant. Je rappelle que cet événement... Non, je plaisante. Hugo, vous acquiesciez à ce que disait Pascal, parce que le jeu vidéo, c'est aussi votre objet d'étude, votre objet de travail. Tout à fait. Alors vous dites qu'on peut se construire une identité numérique au travers de jeux vidéo. Donc on n'est pas dans le discours de haine ou de rejet. Ou vous souhaitiez peut-être réagir à ce que vient de dire Pascal. Je vais tout d'abord réagir à ce que disait Pascal. Il faut savoir que Ubisoft, ça fait quelques années maintenant, quasiment 3 ans, que leur droit sur leur jeu Assassin's Creed, qui est une licence phare chez eux, a été racheté par des universités et des écoles, principalement américaines et anglaises, sur un cursus de formation. C'est-à-dire que le jeu vidéo dans un cursus de formation supérieure, dans des études d'histoire ou autre, peut être dans un parcours. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'à tout niveau, que ce soit à l'école justement, dans des enfants en développement ou même dans un niveau plus supérieur, on peut avoir du jeu vidéo. Donc voilà, mais je pense qu'il y a des choses à faire justement de ce côté-là. Alors parfois le jeu vidéo a mauvaise presse, on l'accuse de tous les maux. Vous dites qu'il peut être à l'origine justement de la construction d'une identité numérique. Tout à fait. Alors, il a mauvaise presse, oui et non. C'est-à-dire que vous avez 2 types, je vais caricaturer bien entendu, vous avez 2 types de parents. Vous avez les parents qui vont venir à ma rencontre ou à votre rencontre en général et qui vont vous dire « mon enfant passe trop de temps sur les écrans ». Et on ne parle pas de jeux vidéo, on parle plus d'écran. Je suis très catégorique sur ce point-là. Comment faire? Est-ce qu'il n'est pas addict aux écrans? Ça, c'est la première idée. La seconde idée, c'est des parents qui viennent à notre rencontre et qui nous disent « mais le monde des enfants, c'est un monde qui est dur ». C'est-à-dire, à l'école, parfois, mon enfant est chahuté, il a des difficultés à se faire des amis, et finalement, merci, le jeu vidéo lui a permis de se re-sociabiliser, ou justement d'avoir cet aspect-là qui lui manquait dans sa vie personnelle. Donc l'idée que moi j'amène à travers les enfants, les écoles et les parents que je rencontre, c'est de dire qu'une construction identitaire peut se faire à travers le jeu vidéo. C'est-à-dire, selon la typologie de jeux vidéo auquel vous allez jouer, vous allez pouvoir apprendre des choses. Typiquement, c'est acquis qu'un capitaine d'équipe de rugby acquiert des compétences de meneur d'hommes, mais c'est pas acquis qu'un capitaine d'une équipe de League of Legends, qui est un jeu e-sport, ou tout du moins un chef de guilde sur World of Warcraft, acquiert aussi des compétences. C'est ce qu'on essaye, nous, d'éduquer les parents et, bien entendu, les entreprises qui travaillent à nos côtés. Mais au-delà de ça, on apprend aussi des bases, typiquement dans des matières. Quel enfant de notre génération de moins de 30 ans n'a pas découvert une passion pour l'histoire à travers des jeux comme Age of Empires, Empire Earth, qui retracent, grâce à des historiens que des sociétés éditrices emploient, qui n'a pas découvert l'histoire à travers ces jeux-là. Donc c'est vraiment l'idée qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'on peut se construire et créer son avenir personnel ou professionnel à travers le jeu vidéo. Parce qu'il faut dire aussi qu'un des forums les plus importants sur les jeux vidéo, sur jeuxvideo.com, est quand même un repère de trolls et de haineux en ligne. Donc on est toujours obligé, on a l'impression de contrebalancer cela en disant regardez, le jeu vidéo, c'est aussi ces valeurs-là. Parce que pourquoi il y a cette idée majoritaire que c'est des gros bourrins, des incels, des gens qui sont désociabilisés. Là encore, hein, vous avez constaté, j'adore me faire l'avocat du diable. Hein, donc ne me regardez pas comme ça, Hugo. Vous allez bien sûr nous rassurer. Mais globalement, est-ce que les amateurs de jeux vidéo sont des gens qui sont prompts à la haine en ligne, où il n'y a pas de rapport? Enfin, c'est la cause et les effets. C'est très gentil de votre part de donner cet exemple-là de jeuxvideo.com, parce que c'est un site qui référence des forums qui parlent de jeux vidéo. Mais du coup, ce n'est pas du jeu vidéo. C'est-à-dire c'est du réseau social, c'est du forum, etc. La problématique, donc, et vous l'évoquez très bien, c'est que ce n'est pas le jeu vidéo, le problème en lui-même, c'est l'utilisation des supports de conversation qui, finalement, créent notre identité numérique. Et c'est là où, finalement, on doit avoir une éducation par rapport à ça. Voilà. Et je fais très bien la distinction entre les réseaux qui sont utilisés et le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, au contraire, si vous utilisez... Oui, vous refilez la patate chaude aux réseaux sociaux et
Non, pas du tout. Mais justement, il y a une éducation à faire. Et d'ailleurs, les premières sanctions juridiques ont été amenées en ce début d'année 2020 sur des menaces de mort qui avaient été données sur Twitter à des personnes de notoriété publique. Et les premières sanctions pénales ont été validées. Donc c'est déjà une très belle chose. C'est-à-dire que quand on accuse quelqu'un de menace de mort, c'est normal que derrière, il y ait des sanctions pénales. Donc ça, c'est à l'État justement de réussir à légiférer cet aspect-là. L'aspect justement que Pascal évoque, c'est comment arriver à travers le jeu vidéo à fédérer une idée qui est que le jeu vidéo est positif. Et ça, pour nous, c'est très positif. Et typiquement, si vous prenez des jeux comme Minecraft, qui sont des jeux communautaires, ou des jeux comme League of Legends, qui sont des jeux compétitifs, mais à la fois des jeux d'équipe, c'est des jeux qui vont vous permettre de créer une communauté plus positive que négative. La compétition crée forcément des frustrations. À la fin des matchs de foot, pour n'évoquer que cela, on voit bien que parfois, quand on perd, on est un peu frustré. Avoir l'arbitre. Et envers l'arbitre, envers soi-même principalement. Je pense que le regard doit être porté par soi-même quand on perd que plus vers l'arbitre. Mais voilà, l'idée c'est de regarder vraiment ces erreurs, autant sur un jeu vidéo que dans la vie d'un sportif ou même dans une entreprise. Chaque entrepreneur, chacun de nous, je pense, a été entrepreneur autour de la table. On a fait des erreurs, on arrive à les rectifier, il faut avoir un regard sur soi et un joueur de vidéo comme n'importe quelle personne est capable de le faire. J'aimerais qu'on aborde ce sentiment d'impunité que vous évoquiez. En fait, c'est pas. D'abord, on va faire un petit rappel historique parce que Marie Astrid, de tout ce qu'on entend, je rappelle que vous êtes historienne, ça fait longtemps que ça existe. Quand on avait des supports dits analogiques, les lettres anonymes, dans les journaux, la censure, ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est accéléré finalement avec le numérique ? Oui, en fait, là, effectivement, tous les discours de haine, les insultes, etc., ça existe depuis. Pratiquement depuis que l'homme existe. Il y a eu un premier coup d'accélérateur avec l'invention de l'imprimerie qui permettait de diffuser. Facilement. Voilà, mais ça restait une diffusion, j'ai envie de dire, relativement restreinte, puisque les tirages n'étaient pas si importants que ça. Ça se comptait au mieux en quelques milliers d'exemplaires et encore, et ça allait du pamphlet d'une page à quelque chose de plusieurs pages. Il y avait très peu de journaux avant la Révolution française, donc ça restait des livrets imprimés exprès pour ça. Avec la Révolution française arrive la liberté de la presse qui donne un nouvel élan, on va dire, plus de support, mais avec quand même, alors d'un côté, soit de la censure au sens strict, soit un certain nombre de règles qui revenaient à être un petit peu de la censure, ou tout simplement le directeur de journal qui faisait attention pour éviter que son journal soit attaqué pour diffamation. Et puis, avec l'arrivée du numérique, ça fait que tout le monde peut en quelque sorte s'improviser écrivain, si je puis dire, et donc écrire ce qu'il souhaite et sans forcément se rendre compte des limites et avec une grosse difficulté de censurer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on like très vite et on retransmet et finalement quelque chose qui est parti d'un endroit va atteindre l'autre bout du monde très très rapidement. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait le vieux tonton raciste qui éructait à table et qui racontait ses élucubrations, ça restait dans le cercle familial. Aujourd'hui, alors Tristan Nitto, le numérique, finalement, c'est un énorme miroir grossissant. C'est quoi? C'est un porte-voix? Alors, il y a un aspect positif, c'est que ça a permis à chacun de s'exprimer. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Vous savez que je suis caricatural, hein, Tristan. Oui, non, mais soit. Alors, je prends donc le contre-pied et... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit dans le numérique, dans le web. C'est de permettre de la participation de façon positive. Juste deux exemples. Premier exemple de participation, c'est Wikipédia. Mais Wikipédia, sans que ça soit parfait, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. C'est-à-dire que ça permet de donner, de partager le savoir gratuitement avec tout le monde dans toutes les langues. C'était tellement beau au début, je pensais que ça marcherait jamais, quoi. Bon, je suis très content de m'être planté. Ça marche drôlement bien. Je suis un modeste contributeur à Wikipédia. C'est génial. N'oublions pas cet aspect positif. Votre article sur le ragondin est merveilleux.
Alors non, mais j'ai fait l'article sur la patrouille de France, parce qu'un jour la patrouille de France elle est passée là où j'étais en vacances. J'ai fait des photos, je voulais les mettre sur Wikipédia, il n'y avait pas la page. J'ai créé la page, je ne connais rien à la patrouille de France, si ce n'est que je sais que ça s'appelle la patrouille de France. Donc j'ai créé patrouille de France en laissant la page vide, j'ai mis 3 photos et depuis elle continue d'exister. Voilà. Et il y a d'autres exemples de ce que permet Internet, typiquement. Alors c'est aussi de la participation, mais c'est ce qu'on appelle du logiciel libre, donc des gens qui collaborent pour faire du logiciel utilisable par tous. Donc c'est un peu comme Wikipédia, mais sauf qu'au lieu que ça soit du texte, enfin une encyclopédie, au final, c'est du logiciel. Hein. Moi j'ai travaillé 17 ans pour faire Firefox, Mozilla, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelque chose de... c'est quelque chose de formidable. Il y a un utilisateur. Oui, un dans la salle, enfin, on est 2 parce que je continue. Qui utilise Firefox? Firefox. Ah, merci. Voilà. Et donc, je trouve que c'est formidable qu'on arrive à se mettre ensemble et à produire de façon collaborative quelque chose qui sert à tout le monde. Mais il n'y a pas que des aspects positifs. Hein, je reviens à votre remarque. L'inconvénient, c'est que on arrive en fait avec des plateformes. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais il y a un mécanisme dans les plateformes qui pousse à ça, c'est qu'on arrive à des formes de harcèlement où ça chasse en meute. C'est-à-dire que c'est comme disait monsieur, c'est 25 gus ou 125 gus qui font chacun une menace de mort. Bon alors déjà c'est mal les menaces de mort, hein, je rappelle quand même, mais même insulter, juste... harceler, enfin dire quelque chose de désagréable à quelqu'un parce qu'on est planqué derrière son clavier et on se dit qu'il n'y en a pas de conséquences, et ben, le fait c'est que s'il y a 200 personnes qui s'y mettent, la personne cible reçoit 200 fois, et là, donc 200 fois ce message toxique, négatif, et là, de facto, ça se transforme en harcèlement, même si chacun n'a harcelé qu'une seule fois, donc qui n'est pas... Alors, question à toutes et à tous, justement. Ce sentiment d'impunité, on est derrière son clavier, derrière son écran. L'anonymat, qui est quelque chose de merveilleux du début de la liberté d'Internet, s'est transformé en quelque chose qui peut protéger les harceleurs. Pourquoi il n'y a pas encore eu cette prise de conscience? Hugo, vous évoquiez que récemment, les premières sanctions commencent à tomber, mais bon, Internet grand public, on l'a dit, ça a 30 ans. Donc, oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, oui, ça pose un problème d'être anonyme, mais ce n'est pas parce que les gens sont anonymes qu'il y a du harcèlement. Sur Facebook, où théoriquement on doit utiliser son vrai nom, il y a des moments où on arrive dans des conversations, les gens sous leur vrai nom, c'est raciste, c'est homophobe, c'est tout ce que vous voulez, et c'est sous leur vrai nom, et c'est des menaces, et c'est des cochonneries. Donc je crois que l'anonymat n'est même pas la vraie raison de cette libération du discours. Clément? Oui, alors je pense que c'est même pas l'anonymat, parce que moi la plupart elles étaient nominatives. Je pense qu'il y a aussi l'aspect personnage public. Alors moi je suis un tout petit personnage public, ma carrière débute, je suis très jeune. Je pense que l'effet est encore plus majoré avec des gens qui passent à la télé, pour qui les gens sont absolument limite irréels. Vous allez voir sur n'importe quelle vidéo de Vivement Dimanche sur Internet, je prends ça parce que c'est le plus gros talk show de France. Vous prenez n'importe quel extrait de Vivement Dimanche sur YouTube, vous allez tomber dans les commentaires, tout le monde se dit bah, Michel Drucker ne lira jamais. Enfin, il y a une part, je pense, non consciente qui se dit Michel Drucker ne lira jamais. Et il y a plein d'insultes sur Michel Drucker, des insultes antisémites, des machins, mais n'importe quoi, vous voyez. Et c'est pas modéré parce que généralement c'est posté pas forcément par la chaîne officielle, mais par des fans de l'émission. Et donc ça, c'est une vraie problématique, c'est qu'on a l'impression que les gens ne vont pas forcément lire les commentaires qui peuvent leur être adressés. Et c'est une forme, l'espace commentaire, c'est un espace non vide entre le créateur et son public. C'est quelque chose de très récent. Il y a de ça 10 ans, même encore aujourd'hui dans le cinéma, lorsque Christopher Nolan il lance Interstellar, une fois que le film est à l'affiche, ça lui appartient plus. Il va lire les grandes critiques de cinéma dans les cahiers du cinéma, mais il va peut-être pas lire les critiques sur Allociné. Donc je pense que en revanche, quand on crée du contenu web et qu'on vise à le diffuser, faut savoir que les créateurs sont très attentifs aux commentaires qui leur sont faits. Et donc bien souvent, ces gens-là, et d'ailleurs ça se remarque ça, puisque quand j'ai des contenus qui sont vraiment
je sens que le mec est insultant, mais que j'arrive à discuter, qui se termine généralement par oui, de toute façon, t'es qu'un gros connard, machin. Bon, moi, je clique Amical, quoi. Oui, on en redemande. Et donc, moi, je clique sur répondre. Je leur réponds en leur disant, bah, écoutez, je suis ravi d'être le côté gros connard. Je suis pas un connard de merde, c'est un gros connard. Il y a quand même une espèce de hiérarchie. Donc, T'aimes pas les gros? non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, du coup, tu es connardophobe. Et donc, du coup, non, en gros, ce qui se passe, c'est que moi, je réponds avec un truc un peu à la fois sarcastique et lui montrer que je suis ouvert au dialogue s'il veut me critiquer intelligemment. Et généralement, il répond 2 jours plus tard en mode ouais, mais bon, j'étais pas bien ce jour-là, désolé. Et donc, la plupart des gens se dégonflent dès qu'ils voient qu'il y a la réponse parce qu'ils ont, je pense pas qu'en postant quelque chose, des fois, ils ont le sentiment qu'ils vont être lus, forcément. C'est irréel pour eux. C'est irréel. Pas dans la vraie vie. Plus donc que l'anonymat, on peut se lâcher. Marie-Astrid. Oui, en fait, je pense qu'étant sur Internet, les gens ne se rendent pas compte, ils n'ont pas quelqu'un en face à qui ils vont s'adresser, et du coup, devant leur clavier, ils tapent sur leur clavier des choses qu'ils n'auraient jamais dit à la personne en face, sans se rendre compte qu'en cliquant sur envoyer, le message part et peut être lu par tout le monde. Oui, mais les gens se comportent en société, enfin, ils ont un surmoi, ils essaient de s'arrêter. Pourquoi l'écran est quelque chose qui freine pas du tout, enfin, que c'est un déversoir pour toutes ces haines cuites et recuites, ou un mal-être, hein, parce que c'est peut-être des gens très mal qui ont des contenus haineux. Qui veut répondre? Dans les jeux vidéo, c'est un peu particulier parce que là, sur les réseaux sociaux, on est effectivement sur du moi, même sous anonymat. Sur les jeux vidéo, ce qui se passe également, c'est qu'on est sous forme d'avatar. Donc, je suis sur moi est un autre. Alors moi, si je vais jouer sur un jeu vidéo, je vais peut-être être un homme grand, costaud, qui n'a pas froid et puis qui sait se battre. Donc, à ce titre-là, je vais être aussi un peu raciste. C'est qu'il n'aurait pas moi, froid, c'est un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis dans un univers où on m'octroie, par exemple, le droit de tuer. Je vais gagner des points quand je tue quelqu'un. Je sais bien que c'est un autre qui tue quelqu'un. Je suis quand même pas bête au point de penser que si je tue votre avatar, vous allez mourir demain matin. Donc, je suis parfaitement consciente d'être dans un autre monde où j'ai un rôle. Dans ce rôle-là, les règles sont suspendues. C'est d'autres règles. Et donc, les règles de conversation et de valeurs du droit de l'homme de base, je ne vous traite pas de sale nègre et je ne vous tue pas, ne sont pas opérantes. Donc là, on est dans un univers où effectivement la bascule est complexe, parce qu'on a peut-être quelqu'un en face, mais on est avatar sur avatar, on est communauté d'avatars souvent dans un conflit avec un autre groupe, hein, et les règles ne sont pas les mêmes. Les mots restent les mêmes, vont passer donc d'une communauté de jeux à une communauté Twitter, Facebook, etc., dans un décontextualisé. Donc il y a plein de choses compliquées qui se littéralement, passent. au sens propre, un jeu de rôle. Donc ils savent qu'ils sont en train de jouer un rôle, même s'ils savent qu'ils franchissent la limite, parce que même en jouant un rôle, il y a des propos qui ne sont pas tenables. Donc là, Non. vous dites l'avatar, ça semble être une excuse. C'est pas une excuse, c'est un déplacement. Je dis pas que c'est une excuse, c'est une explication. On sait que d'après les premières études qu'on a sur Player Role, le lieu dont les jeunes se plaignent le plus en 11-14, c'est Fortnite et la bataille royale. Bon, a priori, on ne pensait pas que c'était là où c'était le pire, mais l'étude n'est pas terminée, ce sera peut-être enfin, visiblement, c'est en train de. Après, par essence, il faut en rester qu'un dans le jeu. Voilà, tous les autres. C'est un battle royale. Oui, mais on va sur des discours de haine qui n'ont rien à voir avec le jeu. Faut que tu joues, hein, sans le joueur. On est sur du sexisme, essentiellement sur des problèmes d'ordre de genre, de sexisme, de type de genre, etc., qui ne sont pas justifiés en termes de play game. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Mais ils sont dans une situation où ils vous disent, mais c'est pas moi, c'est mon avatar. Et les gamins qu'on nous dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, est-ce à dire que ces problématiques intéressantes de sexisme ne sont pas traitées dans la vraie vie, donc pour eux c'est un exutoire, mais que le problème de fond, la cause, c'est qu'il y a des gens mal dans leur peau et qui ne reçoivent pas d'aide par rapport à ça. Nous, on est plus cognitif que psychologique dans notre approche. Donc notre histoire, c'est qu'il faut absolument créer du contre-discours. Il faut créer d'autres jeux avec des contre-discours, d'autres histoires comme pour les problèmes de féminisme, montrer des femmes qui réussissent, des femmes qui ne sont pas faibles. Il faut créer des contre-discours, des contre-modèles. Il faut attaquer le mal là où il se trouve, à savoir dans les valeurs qui sont sociales. Après, il y a des mécanismes un peu particuliers dans le jeu vidéo. Typiquement, la rapidité de réponse. On ne réfléchit pas 5 minutes avant de savoir où on va tirer, parce que là, on est mort à tous les coups. Donc, ces questions-là sont particulières dans les jeux vidéo. Clément. Non, mais moi, tu as dit le mot, je voulais réagir, mais j'ai laissé terminer. C'était sur l'exutoire. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que justement, les gamins rentrent de l'école, ils sont un peu harassés, peut-être que certains d'ailleurs se sont fait aussi harceler scolairement dans une autre forme, donc
je sais pas, moi, on leur a jeté la trousse à la poubelle, ils sont énervés, machin truc, donc ils vont avoir un exutoire, et c'est là où justement comme le jeu vidéo est irréel, tout ce qui se passe autour est irréel, y compris tout ce qui se passe sociologiquement autour, et c'est de là d'où naît cette forme-là de... Effectivement, là, on aurait une explication pour le jeu vidéo, mais qui ne serait pas la même pour les réseaux sociaux. Donc, il y a un autre problème, à mon sens, que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est le problème de la modération. Vous disiez tout à l'heure, il y a des commentaires qui sont plus ou moins modérés. Concrètement, pour modérer, ça demande de recruter des gens. Alors, les grands acteurs anglo-saxons recrutent les forçats du clic, des travailleurs aux Philippines ou quoi que ce soit, avec des valeurs très particulières. Alors, disons, il ne faut pas qu'on voit un bout de téton sur Facebook, il ne faut pas qu'il y ait ceci, cela, qui sont des valeurs de type anglo-saxonne. Et on a fait passer la responsabilité de cette censure à des groupes multinationaux plutôt qu'à des États ou à des choses, des groupes structurés autrement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est-à-dire l'opposition anglo-saxon, pays latin, le fait que les multinationales s'arrogent, ou en tout cas on leur a confié le rôle de la modération et de la censure, et qu'en plus celui-là est externalisé avec des gens qui ne comprennent rien au contenu et qui sabrent directement dès qu'il y a... Ouais, c'est compliqué, d'autant que la tentation est très grande de déléguer, pour que ça coûte le moins cher possible, à ce qu'on appelle à tort des intelligences artificielles, c'est-à-dire des algorithmes qui vont déterminer, ah oui, mais alors ça c'est quelque chose... Les algorithmes seraient biaisés, Tristan Nitto? Absolument. Mais même de toute façon, le business model est biaisé, c'est-à-dire que peut-être qu'il vaut mieux supprimer plus. Si jamais un État dit les discours de haine sont interdits sur le territoire national. Discours de haine selon nos critères, parce que c'est aussi. Voilà, exactement. Eh bien, à ce moment-là, la plateforme va avoir intérêt à censurer, dans le doute pour ne pas risquer de se faire condamner. Donc, ça pose un problème en tant que tel. Et puis elle veut aussi venir avec ses propres valeurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, montrer une poitrine de femme, c'est inacceptable. Donc ça pose aussi des soucis. Parce que dès que vous arrivez et que vous voulez faire soit de l'éducation sexuelle, soit quelque chose sur l'allaitement maternel, c'est hors de question, parce que c'est dégueulasse. Sauf que non. Mais c'est pas mon propos. Hein, c'est dire que c'est inacceptable. Dans la perception de certains pays, ils trouvent ça sale et donc ils considèrent. Sauf que ça devient le fait majoritaire. On n'a pas voix au chapitre, nous, pour dire ce qui est correct, pas correct, de la haine ou pas de la haine. Ça a été transféré, que je le dis, ou je ne sais pas. Enfin... Oui, et ça pose aussi un problème d'appel. Parce qu'il y a des gens qui vont censurer. Là encore, on chasse en meute, mais ce coup-ci en cliquant sur attention, ce propos est injurieux, voilà, injurieux, inapproprié, et donc une personne se voit retirer son compte, tout simplement parce qu'elle a dit quelque chose qui était peut-être juste, mais pas populaire, et elle est sanctionnée par la plateforme parce que la décision est prise par un algorithme. Et comment est-ce qu'on peut faire appel à ce moment-là ? C'est très compliqué. Sur YouTube, il y a quand même des systèmes pour faire appel aux réclamations de strike, etc. Notamment, moi, j'ai été censuré abusivement une fois. J'ai fait une réclamation à YouTube. Et là, la personne qui strike a 14 jours pour prouver qu'elle tente une action juridique avec moi. Donc, si elle n'a vraiment rien pour m'attaquer, la vidéo est redébloquée. C'est pas le même système sur Twitter où effectivement on peut chasser en meute et bannir des comptes beaucoup plus facilement. Pascal et ensuite Hugo. Ah, oui, moi je suis très surprise sur l'amalgame entre... une poitrine de femme et un discours de haine, je vois pas le rapport. Hein. Enfin, il y a... Je parlais de censurer certains types de contenus. On était sur la censure. Non, j'étais sur... Oui, la censure, mais si vous voulez, les discours de haine sont légalement, on sait très bien, au niveau législatif, on est très clair en Europe, on sait très bien ce qu'est un discours de haine, c'est pas la même chose en France que dans d'autres pays. La loi est claire. Sale, nègre, c'est illégal. Montrer une poitrine ne l'est pas. Tout va encore bien chez nous. Donc la loi, elle est quand même extrêmement claire. Ce qui, par contre, moi je trouve très particulier, c'est que des gamins de 11-12 ans ne connaissent pas la loi, ne la comprennent pas, et qu'un certain nombre de tabous sont levés. Les gamins dans les écoles nous disent « Même dame, c'est quoi le problème de dire je vais te descendre, sale nègre ?» Ça ne leur pose pas de problème. On a un certain nombre... Donc, moi, c'est plutôt là-dessus qu'il me semble important de travailler, c'est d'éduquer. La loi, elle est là, elle est claire, nette, il y en a pour 5 minutes à leur expliquer, mais c'est qu'ils comprennent que ces choses-là ne sont ni morales, ni légales. Donc le problème, c'est pas le numérique, c'est l'éducation globalement. C'est de l'éducation à l'éthique, à la morale, et travailler en amont de tout ça.
C'est que c'est un prolongement, le numérique, de ça. Mais ça soulève aussi la question de l'accessibilité très tôt. C'est que vous parliez de gamins de 11-12 ans. Or, sur YouTube ainsi que sur Facebook, l'âge minimum pour s'inscrire et créer un compte, c'est 13 ans. C'est jamais respecté, certes, mais c'est censé être ça. Hugo. Je rebondirai juste sur ce que tu viens de dire sur les plateformes qui sont utilisées. Il y a une plateforme qui est très utilisée par les jeunes qui s'appelle Twitch, qui est la première plateforme au monde sur du streaming, c'est-à-dire de la diffusion en direct. Et vous pouvez échanger avec un de vos streamers favoris, etc. etc. Il y a des choses qui se passent dessus, c'est-à-dire que des modérateurs sont présents sur les grands streamers comme Zerator qui est basé à Montpellier, qui chaque fois qu'il fait un live attire plus de 50 000 ou 60 000 personnes. Vous avez des modérateurs qui modèrent justement les messages et les discours haineux sont enlevés. Et en général, la communauté est plutôt saine. Mais l'effet inverse aussi existe, c'est-à-dire typiquement des streamers qui osent aller à l'encontre de l'idéologie de la société, qui est Twitch, peuvent avoir des sanctions. Et c'est arrivé très récemment, où justement... Quand on critique la Chine en général. Par exemple, c'est arrivé à Blizzard Activision, qui est un grand éditeur. Quand on dit Hong Kong libre, etc., la sanction a été catégorique, 3 licenciements du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que la domination de l'éditeur est hégémonique. Donc, est-ce que c'est bien que les réseaux sociaux soient gérés par ces grandes entités? Et Twitch, c'est Amazon. Et Twitch, c'est acheté par Amazon, ça a été tout à fait racheté par Amazon. C'est bien que ce soit des entités et que ce ne soit pas dans le domaine étatique, ça c'est une certitude. Par contre, il faut que ce soit légiféré. Oui, mais on est de Caribe dans ce là. Enfin, je veux dire, évidemment, on ne va pas laisser légiférer l'État. Ça, c'est une conviction politique de dire, bon, ok, mais si c'est pour que ce soit les GAFAM qui prennent le relais, quelle serait la solution pour avoir une... Tu as réussi à nous caser de Caribe dans Scylla, en toute discrétion, personne ne l'a remarqué, c'était très fort, on peut applaudir ça. Hein. On peut vraiment applaudir expression non utilisée depuis 125 ans. Ah, on va pas commencer à patachonner, Clément Fraise. Ne commencez pas. Ben là, justement, on va revenir sur l'histoire, alors, parce que je suis accusé de vieillisme. La solution, Marie Astrid, on l'a vu, la solution historique, c'est pas la censure. Non, parce que malgré la censure, il y avait quand même des choses qui arrivaient à passer. Après, c'est plus effectivement une éducation, parce que le souci aussi d'Internet, avec la multiplication des gens qui s'expriment, c'est qu'il y a une banalisation. Et comme disait Pascal tout à l'heure, ben voilà, pourquoi est-ce que je vais te descendre, ça nègre, ça ne se dit pas. Et voilà, et donc il y avait toute une éducation pour ramener sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, qu'on soit en face à face ou qu'on soit sur le net. Et puis, en fait, ça relève de la précédente table finalement, ouais, c'est l'éducation aux médias et le développement de l'esprit critique. Voilà. Et puis après, c'est aussi quand on se retrouve face à des discours de haine, des insultes, etc. À respirer un instant avant de retweeter, relancer pour faire éviter la propagation de ces informations. Est-ce que là encore on a un constat qui est un petit peu amer ou au contraire en agissant sur ces leviers-là, et donc revenant à l'éducation, on va y arriver à terme? Et comment on peut reprendre le contrôle de la censure qu'on a laissée à des multinationales, voilà, ce genre de choses. Je pense que ce qu'il faudrait, l'idée majeure qui n'est pas encore dans la tête de tout le monde, c'est que Internet est un média certes participatif, mais un média est donc par essence un moyen de communication comme un autre. C'est-à-dire que le fameux sale nègre, pour ne pas le citer, on ne le retrouverait pas dans des journaux, pendant certains journaux, très qui ne se vendent pas chez le buraliste, quoi. Mais un enfant ne peut pas le trouver dans le journal, il ne peut pas le trouver à la télévision, il ne peut pas le trouver au téléphone. Avec certains interlocuteurs, mais c'est pas quelque chose qu'on dirait au téléphone ni en face. Il faut comprendre qu'Internet c'est pareil que ça, c'est pareil qu'en face, c'est pareil qu'au téléphone. Et il y a vraiment l'idée. Alors, il y a une psychologue clinicienne, même si j'y crois pas une seconde, qui me disait que souvent on a l'impression que les enfants assimilent ça à un monde virtuel aussi parce que Internet est souvent représenté par une petite planète ou par une petite plateforme. On voit souvent la Terre comme logo d'Internet, et donc on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est à part, on parle du cloud souvent comme c'est au-dessus de nous, que ça plane au-dessus de nous, mais que c'est différencié de nous, que c'est dissocié de nous. Et je pense qu'Internet c'est juste un prolongement de la vie réelle, et par conséquent tout ce qui se passe sur Internet c'est réel. Donc je pense qu'il y a à force de virtualiser la chose, il y a vraiment un manque chez les jeunes générations de comprendre que c'est la réalité, quoi. Je pense, enfin j'ai dit avec des Qui le gars qui a 22 ans. Voilà. Je
pense que c'est pas qu'une question de génération aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sans être sur les discours haineux. Moi, j'ai déjà vu des blogs où les gens racontent des choses qu'ils auraient certainement pas sur leur vie privée, qu'ils auraient certainement pas raconté s'ils avaient été devant une salle comme ça de 500 personnes. Et sur Internet, ils le disent sans se rendre compte qu'il y a des milliers de gens qui vont pouvoir y avoir accès. Mais ce phénomène il est massif. Vous dites c'est un prolongement de la vie réelle, mais pour l'instant on le voit pas. Parce que les gens ça. qui, vous le dites, il y a cette inconscience-là, il y a les gens qui postent des photos de leurs enfants sur Facebook. Enfin, Ben oui, c'est ça, et en public. Donc ça veut dire qu'il y a 5 milliards de personnes potentielles qui peuvent voir ça, alors que je mets au défi quiconque de poster une photo de ses gosses sur l'écran, là. Et c'est déjà gênant alors qu'on est 400. Donc imaginez simplement devant 5000 personnes. Et c'est ça qui est... mais il y a... la question c'est, alors après moi ça me dépasse totalement, mais c'est comment faire prendre conscience aux gens que Internet c'est, là c'est de l'éducation populaire sur les options de confidentialité, sur ce genre de choses quoi. oui, c'est ce dont on parlait avant. Hugo, vous êtes plutôt optimiste quand vous nous disiez qu'il y a un frémissement, que ça y est, dans la vie réelle, les premières sanctions tombent. C'est vrai, vous évoquiez, on a eu la journaliste Nadia Dam qui avait été défendue par Éric Morin, qui est un avocat assez connu justement qui défend de nombreuses personnes qui sont insultées en ligne, et ça commence à bouger du côté de la justice. C'est-à-dire c'est la fin de l'impunité ? Alors, je ne vais pas dire que la justice doit tout résoudre. La justice, c'est l'ultime sanction. Mais jusqu'à présent, il n'y avait rien entre. Hein, voilà. Moi, je pense que ça vient surtout d'une éducation. C'est-à-dire que quand... je vais reprendre la citation que tout le monde a donnée. On dit sale nègre ou etc. T'as pas honte. Si on le dit... Pour l'instant, je suis le seul à pas l'avoir dit. Hein. Voilà, mais il va falloir, a priori. Non. Quand on fait cette citation-là, c'est pas à nous de faire l'éducation en fait au niveau des écoles, c'est plus au niveau des parents. À un moment donné, on ne peut pas intervenir dans un cadre où l'enfant a déjà énoncé ces mots. Quand j'étais jeune, j'ai testé des mots sur mes parents et je m'en souviens encore, et ma joue probablement s'en souvient encore. Mais c'est à eux, nos parents, nos grands-parents, de nous éduquer et de faire que justement les nouveaux médias, qui sont les médias sociaux, on ne les utilise pas de mauvaise façon. Ils peuvent avoir l'impression de ne pas avoir de prise sur ces médias. Ils peuvent avoir l'impression de ne pas en avoir, et c'est justement l'objectif qu'on se donne, nous, à travers l'agence, mais à travers aussi des partenaires comme Savoir Devenir, d'intervenir dans ce cadre-là. Et je pense que Quant également en fait partie. Je reprends également ce qu'a dit tout à l'heure mon homologue. Les réseaux sociaux, il y a du positif et du négatif. On prend Facebook, vous y allez pendant une campagne présidentielle, c'est un enfer. C'est chacun donne son avis, absolument pas sous couvert de l'anonymat, vous l'avez très bien dit, avec un nom qui est réel, mais c'est un enfer. Chacun la version 2.0 du café du commerce. C'est même pas une recherche... À l'échelle monde. Oui, et débridé, quoi. Le café du commerce à 3 grammes quand même. Hein, c'est même pas une recherche d'argumentaire, c'est une imposition de son avis. Ça c'est mis à part. Mais par contre, il y a des très belles choses aussi. C'est-à-dire typiquement des communautés qui révèlent des problèmes sociétaux, des communautés qui vont se cotiser pour des actions, pour des dons, etc. Des très belles choses se font. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus n'y voir que le côté négatif, il y a des très belles choses, mais ça passe par un prisme de l'éducation à la fois parentale et à la fois par de l'éducation donc propre à des entités comme le SICOVAL, Quant ou le conseil départemental qui peuvent agir au niveau des écoles et des formations, mais aussi pour les parents. Pour moi, c'est ça l'essentiel, et la justice ne doit pas être finalement la finalité. Sinon, on arrive dans un climat dangereux. Pascal. Oui, non, mais moi je pense qu'on peut être optimiste quand même quand on voit les évolutions des comportements en ligne depuis 10 ans. Et notamment dans la constitution de l'automodération, de modération de groupe, là où nous, on pense que la solution se trouve, c'est les communautés qui s'automodèrent, donc la modération d'un groupe par un autre. Il y a des groupes sur Twitter comme Silent Haine, etc., qui travaillent sur ces questions-là. On a des militants en ligne qui vont sur les Switch et compagnie, qui vont interférer, etc. Si on soutient ces groupes qui automodèrent les discours en ligne, c'est sans doute la seule solution, à notre avis, et qu'on leur donne les moyens de s'exprimer, parce qu'on a un problème d'ordre linguistique, on a parlé des biais, on a parlé de rhétorique. Si on donne aux gamins, et aux plus grands, parce que moi je suis sur les plus petits, des moyens de s'exprimer, une façon de réfuter, une façon de contre-argumenter des modèles
de Caribancila, s'il le faut, si c'est efficace, et tant pis, du vocabulaire et une capacité à... Parce que vous savez répondre, eux ne savent pas répondre sauf à s'énerver. Je pense qu'il y a un gros travail de langage, de structuration du langage, de l'argumentaire et de solidarité entre joueurs, parce qu'on a 2 joueurs ou 2 personnes sur un réseau social qui s'aiment la zizanie pour toute une communauté qui sera ravie et valorisée d'éteindre ces feux-là. Donc, a priori, je pense qu'on peut être optimiste si on donne des outils d'expression et des connaissances minimales aux gens qui sont sur le réseau. Clément? Non, pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'Internet, tu disais il y avait du bon et du moins bon dans la campagne présidentielle où effectivement tout le monde se transforme en politologue et à côté de ça d'autres choses qui permettent à des cagnottes pour des mouvements sociaux, etc. Là où c'est très juste, c'est un petit peu comme j'ai envie de prendre l'exemple de cette salle, vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, on peut louer cette salle à des événements comme ceci, et on peut louer cette salle à des meetings haineux, par exemple. Donc encore une fois, je pense qu'il faut reconsidérer la réalité d'Internet comme étant simplement le moyen. Un couteau, ça peut servir à faire de la cuisine, et ça peut servir à un assassinat. C'est pas le couteau qui est responsable. Souvent, j'utilise le marteau et le clou, mais ouais, je la connais. C'est parce que tu es plus sanguinolent. Mais c'est un petit peu ça. Ça, c'est l'effet des menaces de mort. Hein, ça, oui, voilà, je suis un homme détruit. Mais, et puis, vous ne seriez pas là, Clément, puisque vous êtes là aussi grâce à votre notoriété, grâce à YouTube. Donc ça a été un formidable accélérateur de carrière. Mais tout à fait, mais c'est pour ça que je pense... Bon, moi, j'ai pas de community manager, hein, c'est moi qui gère tout, et je lis tous les commentaires et je les modère moi-même. Et je supprime également ceux qui sont... parce qu'on m'a reproché de supprimer les commentaires qui défendaient les personnes que j'attaquais. C'est pas que je refuse la contradiction, c'est que je connais également ma communauté, et je sais que cette personne, si elle défend la personne que j'attaque, elle va se recevoir 350 commentaires qui vont la réfuter, et c'est là d'où naît le harcèlement, c'est pour ça. Eh bien, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table. Je crois qu'on peut vous applaudir.